Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Les conflits au travail, on y est tous confrontés un jour ou l'autre. Tensions entre collègues, désaccords avec sa hiérarchie, ambiance d'équipe qui se dégrade. C'est inévitable, surtout quand on met ensemble des personnalités, des valeurs et des attentes différentes. Le problème, c'est quand un conflit est mal géré et qu'on ferme les yeux, ça peut vite dégénérer. Baisse de motivation, relations qui se dégradent et dans les cas les plus graves, un vrai impact sur la santé des collaborateurs. Bonne nouvelle, un conflit repéré tôt et bien traité, ça peut même devenir une opportunité de dialogue et d'amélioration. Alors concrètement, l'enjeu c'est de savoir repérer les signaux d'alerte avant que ça ne dégénère et d'avoir les bons outils pour désamorcer la situation. Parce que oui, un conflit bien géré, ça peut être constructif. Comment on repère les premiers signes ? Quelle stratégie on peut adopter ? Comment on maintient le dialogue ? Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Cyril Lopez-Brizard et Mathilde Torielec, toutes les deux psychologues du travail et ergonomes. Bonjour Aurélien. Salut Aurélien. Et je sais que c'est un sujet que les entreprises apprécient beaucoup de parler avec vous. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, à Mathilde et moi. Nous avons été formés sur ce sujet et c'est vrai que nous avons de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous pour mener des gestions de conflits et surtout pour sensibiliser sur ce sujet. Parce que sensibiliser, on le redira tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment le meilleur des équipements pour faire face justement aux conflits en entreprise. Et on peut sensibiliser notamment sur les signaux faibles. Quels sont les signaux faibles et qui pourraient laisser présager un conflit ? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il va exister plusieurs signaux faibles qui vont laisser indiquer qu'un conflit est en train de s'installer au travail. Donc ça va être un salarié ou des salariés qui vont s'isoler, qui vont se montrer agressifs ou encore impatients ou qui ne vont plus communiquer entre eux. C'est vraiment important de comprendre que tout changement doit alerter et qu'il est primordial d'en comprendre les raisons. Donc les causes, il faut aller les chercher au cœur du travail. Il faut interroger les facteurs de risques psychosociaux qu'on appelle RPS. Et lorsqu'ils ne sont pas suffisamment maîtrisés, ça peut entraîner des conflits au travail. Donc quand on parle de facteurs de RPS, on fait référence à l'intensité et la complexité du travail, aux exigences émotionnelles, aux horaires de travail, aux rapports sociaux, aux insécurités socio-économiques, aux conflits de valeurs ou encore à l'autonomie au travail. On sait que les facteurs de RPS, c'est inhérent à chaque profession, c'est totalement normal, mais c'est primordial de les repérer et surtout de les évaluer pour protéger au maximum les collaborateurs et ainsi de limiter, voire même de supprimer les situations de violence interne et externe. Quand on parle de violence interne, ça va être toutes les violences qui sont faites au sein de l'entreprise par les salariés de celle-ci. Et quand on parle de violence externe, ça va être des violences qui sont exercées par des personnes extérieures à l'entreprise, comme des clients ou encore des fournisseurs. Quand on parle de violence, ça va être des violences physiques, verbales, psychologiques, mais aussi numériques. On n'y pense pas forcément, mais ça existe. Donc en entreprise, on peut retrouver des violences internes, notamment avec du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes, mais aussi au travers de conflits. Et quand tu disais tout à l'heure que c'était possible de les supprimer complètement, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie d'une entreprise. On peut supprimer une situation complètement, mais est-ce qu'on peut pérenniser même une situation de non-conflit ou un contexte de non-conflit au travail à long terme ? C'est possible ou pas ? À partir du moment où on va vraiment mener une prévention des risques psychosociaux en identifiant les fameux facteurs, comme l'a bien expliqué Mathilde, à ce moment-là, on va réduire, plus on mettra en place des actions pour limiter les facteurs de risques psychosociaux, plus on limitera le risque de conflit. Parce que les conflits, c'est quelque part une conséquence, en fait, difficultés au niveau de l'organisation, de risques psychosociaux que l'on va retrouver. Donc l'idée, ça va être vraiment d'agir sur ces facteurs. Et à travers cette organisation, est-ce que le manager a un rôle et quelles sont ses stratégies pour apaiser les tensions qui peuvent arriver au sein de son équipe ? Oui, alors je pense que tout d'abord, il est important vraiment de comprendre que quand on parle de conflit, il va vraiment y avoir 3 stades. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle la tension. Donc la tension, c'est de salariés qui ne vont pas se dire bonjour, qui vont avoir une posture fermée, qui vont se couper la parole. Il n'y a pas eu d'événement marquant d'agressivité verbale, mais on en est donc au précurseur, on va dire, du conflit. Ensuite, il y a un deuxième stade qu'on va appeler la crise. Alors là, la crise, déjà, on est monté d'un cran. La crise, le conflit, il est visible aux yeux de tous.
Donc les salariés vont se rabaisser, vont se couper la parole ouvertement. Le ton va monter entre les salariés. Et ensuite, on va avoir un troisième stade, donc on monte encore d'un cran, c'est ce qu'on va appeler l'enlisement. Là, le conflit, il est ancré depuis plusieurs mois, voire même, parfois même depuis plusieurs années. Et donc, à un certain moment, le dialogue, il va être rompu. Et j'ai envie de dire que si un manager est témoin d'un conflit dans son équipe, c'est que déjà, on en est au stade 2 du conflit, puisque le conflit est visible aux yeux de tous. Donc, il est forcément urgent d'intervenir au plus vite, puisque le stade du conflit est vraiment avancé et ça peut impacter vraiment toute l'équipe. Et, excuse-moi, on est au stade 2, mais est-ce que par exemple le manager il peut être informé un petit peu avant, quelqu'un qui vient se confier à lui ou il entend des rumeurs ou des choses comme ça? Là, on est déjà au stade 2, malgré ça. Alors à partir du moment où le conflit est visible des collègues ou qu'il y a des témoins du conflit, c'est que déjà on est dans un stade 2. Parce que le stade 1, ça va être vraiment au niveau des individus, ça va être plutôt du ressenti, ça va être des postures fermées, ça va être... on se dit pas forcément bonjour, mais c'est pas encore forcément visible. C'est vraiment le tout début du conflit. Mais en effet, plus on intervient tôt, plus le résultat de résolution du conflit va être important. Donc là, à ce stade-là, j'ai envie de dire au tout début, donc, c'est aux salariés eux-mêmes en fait de pouvoir alerter ou pour pouvoir déclencher un échange dès le départ. Donc si un manager est témoin, donc vous l'avez compris, l'idée c'est d'intervenir au plus vite pour éviter que les relations de travail soient dégradées dans l'équipe. L'objectif, ça va donc être d'intervenir au plus tôt. Quelques conseils qu'on pourrait donner, Aurélien, ce serait déjà d'identifier la nature du conflit. Est-ce qu'il est interpersonnel, c'est-à-dire entre deux personnes, entre deux salariés, ou bien entre un salarié et une personne de la hiérarchie, ou entre un salarié et une personne des ressources humaines, ou en tout cas, ça peut être aussi deux collègues managers, par exemple. Est-ce qu'il est intrapersonnel, c'est-à-dire dans notre fort intérieur, c'est-à-dire si on est en conflit de valeurs? Est-ce qu'il est intergroupe? Donc est-ce qu'il est entre deux groupes, entre deux équipes, entre deux services? Est-ce qu'il est intragroupe, au sein d'un même groupe? Et il faut savoir que c'est très important aussi de se dire que quand je disais qu'un conflit entre deux personnes peut prendre des proportions aussi au sein de l'équipe et dégrader les relations, c'est que quand on a un conflit qui est donc au stade de la crise, voire de l'enlisement, il peut y avoir aussi des clans qui vont se former, des collègues de l'équipe qui vont prendre parti pour l'un des collègues, par exemple, et donc ça peut prendre des proportions assez importantes. Ce qu'on peut conseiller également, ça va être de s'intéresser à la cause du conflit. Qu'est-ce qui aurait pu générer ce conflit? Et si on s'intéresse aussi à ces éléments-là, c'est de la prévention. Ça évite justement qu'il y ait des conflits. Parce que nous, Mathilde et moi, qui avons l'habitude de mener des gestions de conflits en entreprise, c'est vrai qu'on a l'habitude vraiment d'avoir des sujets qui vont générer des conflits assez récurrents. Ça peut être au niveau de la relation entre les personnes, donc un désaccord sur la relation, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce que l'autre attend de nous. Ça peut être aussi au niveau de la procédure, un désaccord sur le comment on doit travailler, comment le travail doit être réalisé. Ça peut être aussi sur la tâche, un désaccord sur le quoi, qu'est-ce qui doit être fait. Et surtout, ce que l'on va retrouver, j'ai envie de dire, dans la grande majorité de nos interventions, c'est vraiment le statut, c'est-à-dire sur le qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Donc c'est la vrai, fiche de poste. Ça arrive dans la majorité des cas, le qui fait quoi, ce qui est problématique. En fait, on en revient à la fiche de poste. Souvent, la fiche de poste n'est pas claire et on en revient à faire la même chose que son collègue, donc il y a des doublons et donc ça peut créer effectivement des conflits. Même une injustice sur la charge de travail, la répartition de la charge de travail aussi, non? Oui, tout à fait. Et surtout le fait que dans tous les métiers, il y a des tâches qu'on aime réaliser et d'autres un peu moins. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. S'il y a un flou sur la fiche de poste, qu'est-ce qui va se passer? La tâche que j'aime un peu moins réaliser, je veux dire que c'est aux collègues de la réaliser, on va se jeter la balle mutuellement, et là, ça peut générer un conflit. Donc, d'où l'intérêt de vraiment clarifier les choses, que ce soit clairement défini, et que tout le monde, du coup, sache quoi faire pour éviter justement de se jeter cette fameuse balle dont personne ne veut. Donc l'idée, vous l'avez bien compris, comme l'avait dit Mathilde, cela revient encore une fois à repérer les fameux facteurs de risque psychosociaux. Comme tu l'as dit, Aurélien, la charge de travail, en effet, il est important que cette charge de travail elle soit équitable. Prenons un exemple, on a une personne en moins dans l'équipe, répartir les tâches, le manager va être en charge de répartir le travail, mais si un collègue se retrouve avec une charge plus importante que l'autre, il va sentir surchargé, donc il va avoir un sentiment d'injustice, mais celui qui a moins de travail va se dire finalement on me fait pas confiance par rapport à mon collègue, comment se fait-il qu'à moi on me donne moins de choses à faire? Et là ça peut être aussi source de conflit.
La communication aussi, c'est quelque chose de très important, que tous les salariés aient la même information au même moment. La fiche de poste, le qui fait quoi, on ne va pas y revenir, vous l'avez compris. L'échange individuel et collectif aussi, qui est important sur les besoins de chacun. Nous sommes des êtres humains et nous fonctionnons par besoins, les besoins fondamentaux. Donc boire, manger, mais on a aussi les besoins fondamentaux de sécurité, de relations humaines, être aimé, être apprécié. Et donc ça aussi, ça en fait partie, et donc de pouvoir identifier et pouvoir exprimer librement ses besoins. Et ça, de pouvoir le faire à son manager, eh bien, c'est aussi une manière d'agir en prévention. Et bien sûr, des échanges aussi informels pour la cohésion d'équipe, c'est important. Et vraiment, un mot d'ordre qui est vraiment de libérer la parole. On ne laisse pas les salariés régler leurs comptes entre eux, et on les intègre vraiment dans les prises de décision, que les collaborateurs soient force de proposition, qu'ils se sentent investis. Il n'y a pas de petite tension, ça c'est important de se le dire. Elle peut vite s'envenimer, cette tension, et cela peut résulter vraiment de facteurs de RPS, vous l'avez compris. Donc il faut intervenir dès les premiers signes, ça c'est vraiment important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr, si le conflit persiste, bien évidemment, le manager pourra donc mener ce qu'on appelle une gestion de conflit, s'il n'est pas impliqué lui-même, puisque le conflit peut être également entre un salarié et son manager. Donc, à ce moment-là, on va plutôt se tourner peut-être vers le N+2 ou les ressources humaines ou autres. Et donc, l'idée, c'est que ce manager, s'il a donc 2 collaborateurs qui sont en conflit, eh bien, la première chose, ça va être de les recevoir de manière individuelle, recevoir les 2 parties, puis ensuite de manière collective, en interrogeant sur les besoins de chacun et en parlant du travail. Vraiment, l'idée, c'est de dialoguer autour du travail. Et bien sûr, à la fin de l'entrevue, l'objectif est de trouver des solutions en collaboration. C'est vrai qu'il y a un mot souvent, quand on parle de conflit, qui revient assez fréquemment, c'est faire des compromis. Ça va peut-être vous parler. Oui, faire des compromis, souvent, c'est la stratégie que l'on va mettre en place tout de suite, parce que ça va fonctionner. On va faire des efforts et on va du coup se dépatouiller un petit peu de ce conflit. Mais malheureusement, cette stratégie, elle ne dure pas dans le temps. Parce que qui dit faire un compromis, dit faire des efforts, prendre sur soi. Et je pense que tout le monde connaît cette expression de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc le compromis, c'est vraiment pas ce qu'il va falloir aller chercher, mais on va plutôt parler de collaboration. La collaboration, c'est vraiment le fait d'échanger sur les besoins, de trouver un accord ensemble, des solutions ensemble. Et vraiment, on va être sur un rapport gagnant-gagnant. Ce qu'on ne va pas du tout retrouver avec le compromis. Donc l'idée, ça ne va pas être de faire des efforts sur le long terme parce qu'on ne pourra pas tenir, mais vraiment de travailler en collaboration pour pouvoir avancer. Quand on est directement impliqué dans un conflit, il y a une charge émotionnelle, on peut être tenté d'être un peu énervé, on peut être tenté de répondre de manière un peu agressive. Comment on fait pour exprimer son désaccord tout en gardant son calme ou sans être passif-agressif ou sans même envenimer le conflit ? Oui, alors c'est une très bonne question. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir parler de son ressenti, que ce soit à son collègue, son manager. Il faut vraiment attendre le bon moment. On évite d'échanger quand c'est sous tension, qu'on a une réunion qui est un petit peu, qui a été un petit peu compliquée avec des échanges assez houleux. Donc, on attend le bon moment, on évite la situation sous tension et on attend un moment où c'est plutôt apaisé. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut accepter que la personne avec laquelle on va parler n'est pas forcément le même point de vue que nous ou encore les mêmes opinions. On va parler d'assertivité. Donc l'assertivité, c'est la capacité à s'affirmer tout en respectant les autres. Donc on n'est ni agressif, ni passif, ni manipulateur. Il y a vraiment de l'écoute, du respect et surtout de la maîtrise de ses émotions. Le but vraiment, ça va pas être de faire des reproches à l'autre. Dans ce cas-là, on va parler de la communication non violente. Donc, c'est un psychologue américain qui a créé ça. Il s'appelle Rosenberg et c'est vraiment un très bon outil. Donc, la communication non violente, ça repose sur un processus qui est en 4 étapes qu'on va appeler OSBD. Donc, O pour observation. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neutre, objectif ? Si on essaye de décrire la situation, les faits de manière très objective. Si on dit à quelqu'un « t'es toujours en retard », ça, c'est pas une observation, mais c'est plutôt un jugement. Par contre, si on dit « tu es arrivé 3 fois après 9h cette semaine », c'est une observation. Ensuite, le S pour sentiment. Quand il se passe ça, comment est-ce que je me sens ? Le but, c'est vraiment de parler de notre ressenti, donc de dire « je me suis senti blessé, fâché », et surtout, le ressenti, ça n'implique pas l'autre. Ensuite, le B pour besoin, de quoi ai-je besoin ? Le but, c'est vraiment d'exprimer ses besoins pour que l'autre en ait connaissance.
Et enfin, la demande, c'est une demande qui va être formulée vraiment de manière positive. Ce que je veux plutôt ce que je ne veux pas. C'est vraiment une demande qui va être concrète, précise et ouverte. Par contre, si je ne suis pas prête à entendre un non à ma demande, c'est que ce n'est pas une demande, c'est une exigence. On peut aussi parler des 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Je pense que tout le monde les connaît, mais c'est important de les rappeler parce que ça permet vraiment de prendre du recul sur certaines situations et notamment au travail. C'est vraiment un code de conduite qui va permettre d'appréhender le monde plus sereinement et de façon plus saine. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Ensuite, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et enfin, faites toujours de votre mieux. Il y a aussi un petit 5e qui est apparu, c'est soyez sceptique mais apprenez à écouter. Donc en fait, on voit qu'il existe plusieurs outils qui permettent de s'exprimer mais aussi de transmettre son désaccord de façon calme et sereine. Quand on a un petit coup de sang, il vaut mieux laisser un peu la situation tomber et revenir un peu plus tard quand on est plus calme et c'est pouvoir parler avec cette personne, c'est ça, hein? C'est ça, on sait que c'est jamais bon de parler quand on est énervé, donc on attend, on respire un peu, on prend de la distance sur les choses et on revient parler à la personne une fois qu'on est un petit peu plus calme. Ouais. Quitte à ce que quelques jours se passent, parce que des fois c'est même pas du jour au lendemain, hein. Des fois ça prend plusieurs jours. Oui, exactement, on parle de quelques heures, mais ça peut être aussi plusieurs jours, oui. En tout cas, c'est vrai que sur le moment, la personne va être envahie par une émotion, donc ça peut être de la colère ou ça peut même être de la tristesse, hein. Vraiment envahie par l'émotion. Donc l'idée, c'est aussi d'attendre que l'émotion redescende pour pouvoir avoir aussi toutes les capacités de pouvoir réagir. Exprimer et être aussi en capacité d'écouter. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, quand on est face à un collègue agressif, qui est très énervé, peut-être même un peu impressionnant aussi, ou quand on est témoin de ce type de situation, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour désamorcer cette situation ? Est-ce que c'est notre rôle aussi, éventuellement, d'intervenir dans ces cas-là ? Oui, tout à fait. En fait, en tant que salarié, on doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité, mais aussi de celle de ses collègues. Donc c'est important, quand il y a une situation qui se produit devant nous, il faut intervenir. Alors ce qu'on va dire, c'est que si le conflit devient vraiment physique, évidemment, on ne réfléchit pas, on intervient et on sépare les personnes. C'est-à-dire que si des gens se battent, tu vas intervenir et les séparer carrément. Tu vas toi-même t'engager physiquement dans le s'ils se battent, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que là, le conflit a pris de telles proportions que ça devient sanctionnable. C'est-à-dire que frapper un collègue, c'est vraiment une agression physique. Et là, à un moment donné, il y a aussi un règlement intérieur derrière. La personne est même en possibilité de porter plainte. Donc là, on va quand même très très loin dans les faits. L'idée, c'est de ne pas en arriver là. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. En revanche, ça peut quand même arriver. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on fait de notre mieux en fonction de ses possibilités. Hein. Si on a un petit gabarit face à 2 grands gabarits, on va peut-être demander de l'aide, mais on ne va pas les laisser se taper dessus. Non, il ne faut jamais se mettre en danger, hein, bien sûr. Donc oui, le plus important, c'est de laisser les personnes se calmer, toujours. Hein, mais ensuite, on peut aller les voir une fois que c'est un petit peu plus apaisé et on va avoir une posture bienveillante, une posture neutre, en essayant de rassurer la personne, aussi de dire qu'on s'inquiète pour cette personne-là, et que c'est important de trouver une solution, en fait, pour éviter que la situation ne se reproduise ou n'empire. Donc si on voit que le collaborateur est un petit peu dans le déni en disant « mais non, mais c'est qu'une fois, c'était rien, etc. », on essaye quand même de ne pas lâcher et de dire que c'était quand même un acte assez conséquent et grave, et qu'on va voir plusieurs fois la personne si besoin, et on propose des solutions. Et on en revient toujours au même point, on questionne sur le travail et donc sur les facteurs de RPS pour essayer de comprendre l'origine du conflit. Parce que si on en arrive là, c'est que vraiment il y a eu quelque chose à la base au niveau du travail qui a eu un impact sur les collaborateurs et qui a impacté l'organisation du travail et qui a créé ce conflit-là. Petite anecdote quand même, parce qu'il est vrai que du coup, intervenir, comme tu le dis, dans un conflit quand c'est lié au travail, mais pour la petite anecdote, on a déjà eu comme demande un médecin du travail qui nous avait donc missionné pour pouvoir intervenir en entreprise, et la demande c'était 2 collègues, conflit. Donc première chose à faire, on prend contact avec la responsable des ressources humaines pour comprendre un petit peu le contexte, et là on apprend que les 2 collègues, étaient en instance de divorce. Donc là, pour le coup, vous l'aurez compris, on va pas rechercher les facteurs de risque psychosociaux. Là, vraiment, le conflit, il est personnel en fait, et il n'est pas en lien avec le travail. Mais en effet, nous, on va intervenir quand vraiment c'est lié au travail. Mais voilà, donc l'idée, c'est aussi quand même de comprendre
parce que on se rend compte aussi que quand même un couple sur 4 se rencontre sur le lieu de travail et que parfois oui ça peut être aussi vraiment d'ordre personnel en fait le conflit. Et même ça peut être, souvent c'est le cas, c'est que l'origine du conflit est le travail et en fait à force d'attendre on se rend compte que le conflit devient même personnel, en fait on peut même plus voir la personne, ça nous agace vraiment de la voir. Donc c'est important, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait de prendre en compte toutes les petites tensions parce que ça peut s'envenimer et prendre des grosses proportions. Là, Cyrielle, tu viens d'évoquer un cas où une RH vous a sollicité à travers le médecin du travail pour faire une médiation. Bon, il se trouve que l'anecdote n'est pas forcément par rapport au facteur du travail. Mais à partir de quand il faut plutôt aller chercher une médiation externe plutôt qu'une de chercher de régler la situation en interne? À quel moment on se dit qu'ok, on a passé nos limites et qu'on n'arrivera pas à arranger la situation et qu'il faut faire appel à quelqu'un? Alors, dans un premier temps, oui, on va toujours conseiller de mener cette gestion de conflit en interne parce qu'on l'a vu, il faut aller au plus vite, il ne faut pas attendre. Donc l'idée, ça va être vraiment d'essayer de pouvoir régler ça en interne. Donc on va s'adresser, donc si c'est 2 salariés, plutôt au manager, au N+1. Si c'est avec le manager, peut-être au N+2, parfois même N+3, ça peut être aussi le cas. Les ressources humaines, si le salarié est plutôt en confiance avec une personne des ressources humaines, à ce moment-là, pourquoi pas s'adresser à cette personne? Ça peut être aussi les membres du CSE, du comité social et économique. Ça peut être aussi un biais. Voilà, en tout cas, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes en interne. On fait appel à une tierce personne, vraiment, donc, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des limites. On a essayé, mais on n'arrive pas à cette conciliation, cette médiation. Donc, à ce moment-là, Aurélien, comme tu dis, on va plutôt s'adresser à des personnes externes. Donc, quelle personne? Eh bien, première personne, j'ai envie de dire, le médecin du travail, qui a un rôle essentiel. Donc, vraiment, il faut s'adresser au médecin du travail. Il faut savoir qu'il y a les visites obligatoires, mais ne pas oublier qu'on peut tout à fait prendre rendez-vous avec le médecin du travail. C'est ce qu'on appelle une visite à la demande du salarié pour pouvoir justement échanger de problématiques de santé, mais aussi en lien avec les facteurs psychosociaux. Et donc, le conflit en fait partie. On peut aussi s'adresser à un cabinet extérieur. Alors là, ce sera plutôt l'entreprise, l'employeur, qui fera appel à un cabinet avec des médiateurs ou des psychologues du travail pour pouvoir intervenir. Donc il faut savoir que les tentatives de résolution interne, ce sont donc ce qu'on appelle des négociations directes, l'intervention de la hiérarchie ou des RH ont échoué et la situation est bloquée. Donc c'est une des raisons qui peut conduire à s'adresser à des personnes plutôt extérieures, ou lorsque les parties refusent de communiquer ou campent sur leur position. Ça peut être aussi pour cette raison, ou lorsque le conflit implique la direction, les ressources humaines ou même des personnes qui ont un lien hiérarchique ou bien un historique personnel fort avec l'une des parties. Ça peut être une des raisons qui peut aussi conduire à s'adresser à des personnes extérieures. Après, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle. Même si on en est au début du conflit, on peut tout à fait s'adresser directement au médecin du travail qui, du coup, missionnera l'une ou l'un des psychologues du travail du service de prévention et de santé au travail. Et l'avantage, c'est que les psychologues du travail pourront intervenir, j'ai envie de dire, tôt dans le conflit, parce qu'il est vrai que c'est un constat, Mathilde, aujourd'hui, quand on fait appel à nous, on est dans un stade très avancé du conflit. Donc vous l'aurez compris, la résolution, elle est possible, elle n'est pas impossible, mais elle est plus difficile. C'est surtout que souvent les managers ou les RH se sentent un petit peu démunis face à la situation, donc c'est pour ça qu'ils attendent un petit peu de voir où ce conflit-là va mener. Et c'est vrai, donc il y a beaucoup de temps qui passe et souvent les managers nous disent mais en fait je ne sais pas faire une gestion de conflit, je ne sais pas faire une médiation, et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent nous appeler quand ils sont au courant que la médecine du travail peut résoudre des conflits. Donc c'est pas souvent le cas. Et aussi, autre outil essentiel, c'est donc de sensibiliser, de former les managers, les ressources humaines à la gestion de conflits, pour pouvoir vraiment, pour qu'ils soient outillés pour pouvoir la mener en fait cette gestion de conflit, parce que oui bien sûr ça s'apprend, c'est une méthodologie, c'est une démarche à avoir, donc vraiment sensibiliser aussi. Il ne faut pas que les salariés pensent que quelqu'un prend position et qu'il y ait une intervention neutre, si c'est une intervention interne aussi. Ah oui, dans tous les cas, bien sûr, la neutralité est quelque chose d'essentiel et qui peut être plus facile aussi en faisant appel à quelqu'un d'extérieur, tout à fait. Oui, c'est pour ça que les salariés se sentent plus libres de parler quand c'est une tierce personne qui vient, parce qu'il n'y a pas de biais dans les échanges, effectivement. Ouais. Et alors, quand il y a un salarié qui est concerné, il est impliqué dans le conflit, mais il ne veut pas rentrer dans une démarche de gestion des conflits. Il
dit non, pour moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, tout va bien pour moi, j'ai rien à me reprocher. On fait quoi dans ce cas-là ? Alors Aurélien, c'est une très bonne question, parce que c'est une question que l'on nous pose très souvent lorsque nous menons des sensibilisations ou que nous sensibilisons des managers justement à la gestion de conflits. C'est une question très récurrente et donc oui, elle est très pertinente. On ne peut pas forcer des salariés à mener une gestion de conflit. Ça, c'est la première chose. Il est important que les deux parties soient actrices. C'est la base de la gestion de conflit. C'est la première étape, j'ai envie de dire. Donc si un salarié est dans le déni, parce que oui, il faut savoir que l'être humain, face à un conflit, il va adopter une stratégie, le déni. On met un mouchoir sur le conflit, c'est plus facile de dire qu'il n'y a pas de conflit, je viens tous les jours au travail avec la boule au ventre, mais il n'y a pas de conflit. C'est une stratégie de défense. Donc l'idée, ça va être de rappeler l'importance des besoins, ce que je vous disais tout à l'heure, les besoins fondamentaux, l'être humain fonctionne par besoin, et de limiter le sentiment de mal-être. Parce que si on vient tous les jours au travail avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Donc il y a un désaccord, mais il faut savoir que les besoins entre les deux personnes en conflit sont bien souvent les mêmes. Donc ça va les rapprocher quelque part. Et puis le mal-être aussi, les deux personnes sont en souffrance, ça les rapproche aussi. Donc l'idée, ça va être d'argumenter en trouvant vraiment un pont entre les deux et vraiment des liens. Et il va falloir rassurer et se rendre compte que les deux parties souhaitent la même chose. L'apaisement des tensions, ne plus venir au travail avec cette fameuse boule au ventre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut savoir que l'employeur, il a des leviers d'action. On le sait, il a des obligations de sécurité, de résultats concernant la santé, la sécurité au travail de ses employés, y compris face aux risques psychosociaux liés au travail, liés au conflit et liés au travail. Donc l'idée, ça va être vraiment aussi de dire que l'employeur, il a l'obligation d'intervenir. Donc il ne peut pas laisser ses salariés dans cette situation. Et puis aussi, donc ça, c'est vrai qu'on en parle moins, mais on l'a un petit peu abordé, c'est vraiment de rappeler les droits et les devoirs des salariés. Chaque travailleur doit prendre soin de sa propre santé, de sa propre sécurité, mais également de celle des autres, selon bien sûr sa formation et ses possibilités, bien évidemment. Mais un conflit, il peut générer un mal-être, des symptômes du stress, une démotivation, et à plus ou moins long terme, impacter la santé des salariés. Donc ça, c'est important. Donc le salarié a un rôle d'alerter quand il est concerné par un conflit ou s'il est témoin d'un conflit. Ça fait partie de ses droits et devoirs. Et bien sûr, il va être essentiel d'écouter et d'identifier les raisons du conflit, du fait que le salarié ne veuille pas se lancer dans cette gestion de conflit. Donc il faut tenter vraiment de le comprendre, ne pas rejeter ses freins, ses réticences. Il faut vraiment les écouter avec bienveillance, ne pas les rejeter. Ça, c'est important. Et de comprendre pourquoi le salarié refuse en fait cette gestion de conflit. Le rassurer sur la démarche, lui expliquer la démarche. Qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les étapes, expliquer aussi l'objectif et de retrouver vraiment un dialogue autour du travail et d'identifier les causes, encore une fois, de ce conflit à l'origine. Et puis, bien sûr, de rassurer en disant qu'on n'est pas là pour trouver un coupable. On n'est pas là dans une situation où on va avoir un coupable et une victime. Non, vraiment pas. Oui, c'est ça. En fait, quand on arrive en entreprise, effectivement, et qu'on parle de manière individuelle aux salariés, ils ont peur qu'on les accable, qu'on cherche un coupable. Et donc, c'est pour ça qu'ils refusent la gestion de conflit. Et c'est vrai que nous, quand on fait des gestions de conflit, on utilise un petit jeu de cartes. Et en fait, dans ce jeu de cartes-là, il y a des cartes rouges, donc les situations problématiques rencontrées, qui sont généralement différentes pour les collaborateurs. Et ensuite, il y a les cartes vertes, donc les besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent retrouver une situation de travail apaisée, ils ne veulent plus venir avec la boule au ventre. Et on se rend compte que les cartes vertes sont les mêmes, donc que les collaborateurs ont les mêmes besoins. Et c'est important, comme tu disais, de vraiment recentrer dessus. Vous ne vivez pas la même chose, en revanche, vous voulez la même chose. Et en cas de conflit externe, par exemple avec un client ou un fournisseur, où il y a des intérêts peut-être commerciaux, mutuels, des deux côtés, on n'a pas envie de froisser, on n'a pas envie de perdre un client. Est-ce que c'est aussi possible de ramener une situation saine, apaisée? Est-ce que c'est un peu les mêmes techniques? Oui, en fait, quand on parle de conflit externe, c'est un petit peu compliqué parce que c'est différent de ce qui va se passer en entreprise. On ne va pas avoir la main sur la personne extérieure à l'entreprise. C'est pour ça qu'on va parler plutôt de violence externe. Donc ça arrive très souvent malheureusement avec les entreprises qui échangent avec des clients, avec des fournisseurs. Ce qu'on dit et ce qu'on va rappeler à l'employeur, c'est qu'il doit protéger ses salariés
et il doit gérer au mieux la situation avec le tiers, donc client, fournisseur, etc. Donc le plus important quand il va avoir des violences externes, ça va être de soutenir le salarié parce que ça peut être vraiment un choc pour les personnes. Donc on va s'assurer de son état émotionnel, de son état physique et on va lui conseiller de voir le médecin du travail si besoin ou de voir son médecin traitant et un psychologue si besoin. On va recenser les faits. Donc on va documenter l'incident de manière très factuelle. Qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, où, quoi, comment et avec quel témoin. Et ensuite, on identifie les facteurs de RPS, on comprend vraiment l'origine du conflit. On identifie l'origine de ces violences. Est-ce que c'est parce que la personne a attendu trop longtemps ? Ou est-ce qu'elle n'a pas trouvé le bon interlocuteur ? Est-ce que l'affichage était mauvais ? Voilà, on se questionne sur qu'est-ce qui a été défaillant et ce qu'on peut améliorer. On peut mettre en place aussi un cahier des indésirables qui va permettre de faire remonter toutes les violences externes et aussi de repérer si ça se reproduit assez souvent avec un client en particulier ou un fournisseur. Et enfin, on peut aussi proposer des formations. On peut former les salariés, notamment ceux qui sont en contact direct avec le public et les clients, à la gestion de l'agressivité et des incivilités. Et enfin, on peut aussi créer ou revoir des procédures à respecter pour rassurer les collaborateurs. Et en fait, se dire, dès lors qu'il y a un problème, le collaborateur sait comment agir et ça va vraiment les rassurer et ça va permettre de faire disparaître au maximum les violences externes. Vous avez apporté pas mal d'éléments, pas mal de pistes, pas mal de clés. C'est lesquelles les plus importantes qu'il faudrait retenir ? Alors déjà, la première chose, c'est de retenir que le conflit entre deux personnes peut avoir des répercussions assez importantes, que ce soit sur la santé des salariés, sur l'équipe, sur la motivation de l'équipe, sur vraiment, au final, beaucoup de personnes, même si à la base, le conflit peut être qu'entre deux personnes. Je me souviens d'une intervention que j'avais pu mener où vraiment deux personnes étaient fortement impactées, deux salariés. Alors, ils travaillaient face à face et ils étaient en conflit. Mais forcément, ils venaient tous les jours au travail avec la boule au ventre et ils mettaient en place des stratégies pour justement ne pas se voir, donc à lever très très haut l'écran pour ne pas se voir parce que c'était quelque chose d'horrible d'avoir les regards qui se croisaient. Donc ils se retrouvent avec des postures très inconfortables. Donc c'est vrai qu'on est psychologue du travail, mais on est aussi ergonome. Et c'est vrai que de voir ces salariés qui étaient prêts à adopter des postures inconfortables, à gérer des problématiques, des douleurs au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, pour lutter contre ce conflit, c'était vraiment quelque chose de très marquant. Donc là, l'idée, bien sûr, au-delà d'intervenir sur le conflit, il avait fallu revoir aussi l'aménagement spatial du bureau parce qu'il y avait plein de choses à faire. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué cette intervention de se dire que oui, un conflit, il va nous impacter donc avec cette fameuse boule au ventre pour aller au travail, mais il peut nous impacter aussi physiquement. Là, c'était le cas du coup. Donc l'idée, ça va être de prévenir ce conflit, comme on l'a dit. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser sur le sujet. Ça, ce sera vraiment la meilleure chose à faire en expliquant clairement qu'il ne faut pas attendre, mettre le mouchoir sur le conflit, la fameuse baguette magique, elle n'existe pas. Donc l'idée, c'est vraiment, plus un conflit est traité tôt, plus la situation sera débloquée rapidement et surtout ne pas minimiser des tensions. Ne jamais laisser un désaccord s'installer dans l'espoir qu'il se résolve de lui-même. Une intervention rapide et neutre, bien sûr, on insiste toujours sur ce point, est souvent plus facile qu'une médiation après l'explosion du conflit. Et on l'a vu, plus on va attendre, plus on a un risque que le conflit prenne de l'ampleur. L'enlisement, rappelez-vous, il peut même y avoir des agressions verbales, les mots restent, blessent, et puis même des agressions physiques qui peuvent être sanctionnées. Donc, voilà, vraiment intervenir en prévenant ces conflits, former les managers à repérer les facteurs de risques psychosociaux, former aussi les salariés au conflit. Qu'est-ce qu'un conflit ? Je dois alerter, au plus tôt ne pas attendre. Et les managers, vraiment, leur donner aussi cette démarche de comment mener une gestion de conflit. Définir aussi clairement les rôles et les responsabilités, s'assurer que chaque collaborateur connaît précisément son périmètre, ses missions, qui fait quoi, rappelez-vous, la fameuse fiche de poste. Et puis bien sûr, établir des objectifs transparents et équitables. L'équité, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Et pour conclure, vraiment, je dirais, retenez ceci, un conflit qui est bien géré, c'est un conflit constructif, ne l'évitez pas, mais alertez pour pouvoir l'aborder et le solutionner. Et vraiment dans cet objectif de trouver des solutions gagnantes. C'est très clair. Merci à toutes les deux. J'étais ravi de vous accueillir. Merci Aurélien. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.